Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, merci de nous accueillir. Donc, je suis Cyril Portalès, directeur régional du CEREMA. Je suis accompagné de Claire Dolé qui a piloté l'étude qui va vous être présentée, secondée par Aurélien Mur. On est très heureux d'être devant vous, très heureux pour trois raisons. L'importance du sujet, Monsieur le Président l'a abondamment rappelé. Le fait qu'au CEREMA, notre ADN, c'est de travailler sur des problématiques scientifiques et techniques complexes. L'idée, c'est d'avoir un établissement public qui va faire du développement méthodo, et on est complètement dans le sujet parce que je crois qu'on peut avoir l'humilité de se dire que c'est affreusement compliqué, qu'on ne sait pas forcément par quel bout le prendre, et que le fait de développer des visions systémiques, bien méthodologiquement, on a beaucoup de chemin à faire. Et je dirais la troisième raison, c'est parce que vous êtes un département novateur pour avoir cette démarche systémique. Aujourd'hui, en France, dans le benchmark que l'on a de l'ordre de 4 départements qui se sont engagés dans une telle démarche. L'an dernier, on travaillait avec le Lot, mais il y a peu de départements en France qui ont réalisé ce travail, qui ont engagé ce travail pour avoir une vision d'ensemble, un portrait climatique et indépendamment des compétences que peut avoir une collectivité en tant que telle, d'avoir cette vision territoriale qui permet d'embarquer les différents acteurs. Je n'en dirai pas plus, mais pour nous, c'est vraiment une chance de travailler sur un projet aussi intéressant et je dirais aussi scientifiquement questionnant parce que tout est inventé et c'est bien l'idée de notre établissement que de proposer des méthodes qui ensuite sont partagées. Donc ce que l'on fait là a vocation à être partagé avec l'ensemble de la communauté nationale pour regarder. On capitalise et on avance tous ensemble. Je passe la parole à Claire. Bonjour à tous, Monsieur le Président. Donc la démarche que nous allons vous présenter aujourd'hui s'inscrit complètement, comme l'a rappelé Monsieur Pascal Bourreau, dans une logique d'adaptation aux effets du changement climatique et est complémentaire à toutes les actions et politiques déjà menées en matière d'atténuation du réchauffement climatique. Donc pour mémoire, l'atténuation, vous l'avez rappelé, c'est l'utilisation de différents leviers d'action pour réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre et éviter ce qu'on va appeler l'ingérable, c'est-à-dire une situation sur Terre de réchauffement telle qu'elle rendrait la vie humaine extrêmement complexe. Malheureusement, au niveau mondial, ces émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été réduites suffisamment et le climat actuel suit une courbe ascendante de réchauffement avec une certaine inertie. Et donc, on sait que le réchauffement est inévitable. Et donc, pour gérer cet inévitable, deviennent nécessaires à renforcer toutes les mesures et les plans d'action d'adaptation, c'est-à-dire toutes les démarches d'ajustement de tous nos modes de vie au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à toutes ses conséquences. Donc le vrai défi pour vos territoires, c'est vraiment de coupler ces politiques d'atténuation pour éviter l'ingérable et ces politiques d'adaptation pour gérer l'inévitable. Donc vous l'avez rappelé aussi, Monsieur Bourreau, donc cette démarche d'étude que nous allons vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans un processus beaucoup plus global qui va se durer une année, dont l'objectif final, finalement, ça va être de dégager les points saillants de vulnérabilité de votre territoire, la Haute-Garonne, aux effets du changement climatique, avec la plus grande finesse territoriale possible. Donc pour réaliser cela, en fait, il faut revenir au concept de base de la vulnérabilité, qui va être le croisement d'une sensibilité intrinsèque aux effets du changement climatique et d'une exposition différenciée sur le territoire. Donc pour illustrer cette notion un petit peu complexe, prenons par exemple la population qui va être directement impactée par les très fortes chaleurs. Donc dans un premier temps, l'analyse de sensibilité intrinsèque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de détecter sur votre territoire les zones ou les types de population qui vont cumuler plusieurs facteurs de sensibilité. L'âge, où sont les personnes les plus âgées, les plus vulnérables? Où sont celles qui ont les plus faibles revenus, c'est-à-dire qui auront les capacités d'adaptation les plus limitées? Où sont celles qui pourraient souffrir d'un risque d'isolement géographique? Où sont celles qui sont le plus loin des centres de soins? Où sont les populations qui pourraient pâtir peut-être d'un déficit d'infrastructures de transport ou de communication et donc auraient plus de difficultés à être secourues? C'est tout ce faisceau d'indices que va détecter l'analyse de sensibilité. Pour autant, ces zones de sensibilité qui ont été détectées
ne seront pas toutes exposées de la même manière aux paramètres du changement climatique. Ça va être variable selon les zones du territoire. Donc l'analyse de vulnérabilité, qui va venir dans un troisième temps, va bien consister, par croisement de ces deux notions, à détecter les zones qui, malheureusement, vont combiner de très fortes sensibilités avec une très forte exposition, et donc ce seront les zones les plus fragiles du département. Vous voyez bien que dans cette idée, il y a tout un gradient, toute une série de nuances, et c'est multifactoriel et écosystémique. Pour réaliser cette démarche d'étude, donc nous avons réalisé sur 3 mois, donc ça s'est terminé en mai 2024, une analyse de sensibilité qui a été valorisée via une quinzaine de fiches thématiques qui a permis un regard à 360 degrés sur tout votre territoire, les aléas, la biodiversité, toutes les ressources naturelles, la population, toutes les activités humaines sur votre territoire. D'un autre côté, l'analyse de l'exposition différenciée, donc qui vient d'être terminée, qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc le portrait climatique du territoire à horizon 2050. En chapeau de cette démarche, donc a été réalisé, vous l'avez également rappelé tout à l'heure, un séminaire de travail pour les cadres du département, donc environ une trentaine de cadres, tous horizons métiers confondus, qui ont participé en fait à ce processus de travail, ce processus de production, et ont déjà dégagé en transversalité interne un certain nombre de sujets de vulnérabilité. Le travail va se poursuivre dès cet été, va s'achever fin 2024 par l'analyse des vulnérabilités de votre territoire. Pour réaliser cette étude de vulnérabilité, donc nous avons choisi avec vous 9 territoires pour l'étude. Ces 9 territoires sont directement issus de votre atlas des paysages haut-garonnais qui comportait une 25 à peu près entités paysagères. Donc ces 9 entités, elles sont le reflet d'une géographie différenciée, mais aussi d'une occupation du sol différenciée. Et donc elles sont le reflet de votre vie sur le territoire et sont vraiment la base la plus naturelle et immédiate pour comprendre les effets du changement climatique. Un autre élément de méthode qui nous est paru important ici de rappeler, de quel climat on parle finalement dans cette étude. Donc sur cette illustration, nous avons fait figurer le niveau de réchauffement le plus pessimiste actuellement connu, le scénario 8.5 du GIEC. Nous avons figuré par ces histogrammes et différentes bandes les différents climats dont on va parler. Vous voyez en bleu, dans l'histogramme bleu qui est là, voilà, j'arrive à montrer. Donc ça, c'est notre climat actuel. C'est notre climat actuel. Donc vous voyez qu'il y a clairement une transition entre un climat plus à gauche, dit un climat de référence, qui est un climat référencé par Météo France avec un certain nombre d'indicateurs, qui s'étale sur une période de 30 ans, entre 1976 et 2005. Transition entre ce climat et un climat futur, projeté, imaginé en 2050, qui va être, grosso modo, dans 25 ans, 25-30 ans. Donc notre étude, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est attachée à mesurer l'écart entre ce climat dit de référence et un climat projeté à horizon 2050, sachant que les seules données disponibles en matière de projection partent obligatoirement, actuellement, de cette base de référence. Donc c'était un passage obligé. Donc concrètement, quand on va afficher un réchauffement de plus de degrés ici à horizon 2050, ça veut dire que sur ces 2 degrés, il y a déjà actuellement dans le climat que nous vivons, plus 0,5 degrés qui sont déjà réchauffés par rapport au climat dit de référence passé 1976-2005. Et ce qui veut dire aussi que sur les 30 prochaines années, il y a encore un seuil de plus 1,5 degrés à franchir pour arriver jusqu'à ce scénario projeté en 2050. Donc le climat actuel, pour le coup de la Haute-Garonne, ça nous a semblé important de montrer son organisation globale, parce que le climat projeté à 2050 est le reflet en fait, de cette organisation et va rester grosso modo sur la même logique. Donc la logique se lie assez bien sur ces 2 cartes, hein, à gauche, carte des températures et à droite, précipitations.
vous voyez que se dégage naturellement un gradient diagonal entre le nord-est et le sud-ouest sur ce département. Et assez schématiquement, plus on va vers le sud, plus il fait froid et plus il fait humide. On a un écart à peu près de plus 3 degrés de moyenne annuelle entre Toulouse et Luchon. Et on a grosso modo 2 fois plus de pluie sur le massif des Pyrénées que sur le nord du département. Un autre fait aussi marquant dans l'organisation de ce climat, c'est la saisonnalité décalée des pluies. Donc le mois le plus pluvieux, c'est plutôt le mois de mai au nord, et au sud, c'est plutôt le mois de novembre. Bonjour à tous. Donc pour continuer sur la description du climat actuel, vous avez un département qui a un climat plutôt de type bassin du sud-ouest sur le nord et qui descend vers des climats océaniques sur la partie centrale et jusqu'au Piémont, puis des climats plus montagnards, plus on monte en altitude. Et ce qu'il faut retenir pour l'horizon 2050, c'est une incursion du climat méditerranéen sur le département de la Haute-Garonne, qui est très marquée par l'augmentation des températures en général, mais aussi par des facteurs un petit peu plus détaillés, comme l'augmentation de l'écart de température entre l'été et l'hiver, qui est un marqueur du climat méditerranéen, et la même chose avec les précipitations, plus d'écart de précipitations entre l'été et l'hiver. Donc pour vous décrire un petit peu plus la méthode étudiée et mobilisée pour le travail qu'on a réalisé, on est parti des données de Météo France, donc sur la période de référence 76-2005 qui est imposée par ce jeu de données et les projections. Donc ces données sont sur une maille assez large qui fait 8 km par 8 km. Donc vous le comprendrez, ça peut masquer des phénomènes locaux, de relief ou d'influence de cours d'eau. Donc c'est une des limites de ces données de modélisation. Et on a dû choisir un scénario parce que quand on parle de projection climatique, on a besoin de savoir les choix que va prendre l'humanité sur les prochaines années, ce qui donnera les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement futur. On s'est placé dans une logique avec le département de politique de gestion du risque, avec une anticipation nécessaire à se préparer au scénario le plus pessimiste, se préparer à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas, ce qui est observé depuis 2015. On n'a pas de baisse des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et on doit être en cohérence aussi avec ce que font les autres, ce que fait Météo France avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, la TRAC, qui nous donne plus 2,7 degrés en 2050. Et donc, c'est compatible avec le scénario le plus pessimiste qu'on vous affiche. Et pour continuer le travail, on a besoin d'interpréter les données pour passer des messages et donc de faire des regroupements en faisceaux d'indicateurs, de faire de l'analyse de données, mais surtout de la robustesse avant de passer des messages. On vérifie que les données sont robustes avant de vous donner des messages. Donc sur ces 17 indicateurs en 4 catégories, comme l'a explicité Aurélien, donc les 4 catégories, température, pluie, impact sur le sol et la végétation, impact sur la ressource en eau, finalement la lecture de ces indicateurs de manière fine pour les 9 entités a mis en évidence 4 groupes cohérents dans ce département, cohérents d'un point de vue du comportement climatique et cohérence aussi sur les données de projection. Donc, bien que chaque entité ait été analysée de manière individuelle, ça nous a permis la construction d'une synthèse communicante avec des planches comparatives sur ces 4 entités qui permettent de pouvoir les comparer sur la base d'indicateurs particulièrement robustes. Tous les indicateurs ne sont pas robustes et fiables de la même manière. Et donc, l'indicateur le plus robuste qui apparaît, ou les indicateurs, ce sont tous ceux liés à la température qui est nettement en hausse sur le département. Donc pour illustrer ça, voici une petite animation qu'on vous a produite. Donc au départ, entre 1950 et 2022, vous avez les températures observées sur la station de Toulouse-Blagnac. Donc vous voyez des hivers assez froids avec des anomalies de température qui vont jusqu'à -4, -6 degrés pour les moyennes mensuelles. Donc le graphe qui tourne, c'est les anomalies de température pour les moyennes mensuelles. Et à partir de 2022 et jusqu'à 2100, ça va être les données de projection climatique qu'on a issues d'un modèle de Météo France. Ça ne veut pas vous dire qu'en mars 2078, il va faire 21 degrés de moyenne. Là n'est pas la question. Mais c'est une représentation de l'évolution du climat futur et c'est une projection possible. Les écarts, vous le voyez, plus on avance dans les années, plus on s'écarte du centre, ce qui veut dire que les anomalies de température sont de plus en plus élevées et on passe toutes les barrières. On passe la barrière du +4 degrés, on passe la barrière du +6 degrés
Et je crois même qu'à la fin, on va s'approcher de la barrière du plus 8 degrés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un réchauffement moyen, quand on vous affiche plus 4 degrés en 2100 ou plus 2,7 en 2050 par exemple, le réchauffement sur certains mois spécifiques, il va être beaucoup plus fort. Un climat à plus 3 degrés, il peut donner plus 6 degrés dans l'anomalie sur certains mois. Donc il faut se préparer à s'adapter à des températures qui sont plus extrêmes que le réchauffement moyen qu'on affiche. Alors, on va maintenant vous passer les messages clés par catégorie d'indicateurs, le premier étant la température. Donc sur la carte que vous voyez ici, l'objectif est d'afficher l'écart, donc le réchauffement entre le climat de référence et le climat futur. Le message à conserver, c'est que les Pyrénées vont se réchauffer plus vite que le reste du département. Et c'est un message qui est vrai à l'échelle globale. Les montagnes se réchauffent plus vite, avec de l'ordre de plus 2,7 degrés en 2100 sur la partie pyrénéenne. Et pour le reste des messages clés sur la température, toutes les saisons, augmentation de la température moyenne, amplification des impacts du phénomène d'îlot de chaleur urbain, qui est l'écart de température qu'on peut observer la nuit entre le centre urbain et la périphérie. Des canicules qui vont être beaucoup plus fréquentes, multipliées par 5 souvent sur le département. Un nombre de jours chauds et de nuits tropicales plus élevé, ce qui va avec l'augmentation des canicules. Et une diminution marquée du nombre de jours de gel et de la période à risque qui est associée avec le gel. Ce qui ne veut pas dire que le risque de gel tardif et de destruction des cultures ne sera pas présent, et on en reparlera tout à l'heure. Et il y a une forte robustesse sur tous les indicateurs de température. Ensuite, on peut passer aux précipitations. Le message sur l'incertitude est différent, puisqu'il y a une grande incertitude autour de ces projections, surtout autour des cumuls annuels. Des modèles disent qu'il pleuvra plus en moyenne à l'année et d'autres disent qu'il pleuvra moins. Donc il y a un message de retenue vis-à-vis de ce qu'on peut exploiter des précipitations annuelles. Cela dit, il y a quelques messages qui sont quand même assez marqués. Par exemple, une petite augmentation de la précipitation en hiver. Vous avez là à l'écran, par exemple, plus 11% sur le nord et le centre du département pour l'hiver en 2050. La zone qui est proche du Gers sur la partie sud sera celle qui aura le plus grand surplus de précipitations en hiver. Et la partie pyrénéenne est striée parce qu'elle comporte des incertitudes beaucoup plus fortes que le reste du département au vu du relief. Donc les messages sont moins clairs sur ces parties-là. Dans les grands messages, la variabilité interannuelle des pluies va beaucoup augmenter, ce qui fait qu'il ne faut pas simplement regarder les moyennes, mais aussi le fait que certaines années seront beaucoup plus sèches et d'autres beaucoup plus humides. Il y a une claire diminution de la chute de neige et une fonte qui est accélérée. Des cumuls de précipitations estivaux qui, eux, vont largement baisser, avec de l'ordre de 50 mm en moins sur l'été pour la partie sud du département. Donc ça fait de l'ordre de moins 17% pour le centre du département et moins 13% pour le nord. Le sud du département va plus vite s'assécher, alors qu'actuellement, il est plus humide. Donc ça ne veut pas vous dire qu'en 2050, le département sera plus sec au sud qu'au nord, c'est simplement que le sud va plus s'assécher. L'évapotranspiration va beaucoup augmenter aussi, et les risques de glissement de terrain vont augmenter avec, et l'incertitude, elle est toujours très importante sur beaucoup de ces indicateurs. Un petit focus sur l'enneigement dans les précipitations. On peut considérer qu'il y a une perte de 2 mois dans la période d'enneigement en général, avec 1 mois de moins d'enneigement au début de la saison et 1 mois de moins à la fin. Si vous vous placez sur les hauteurs des stations de ski de Haute-Garonne qui sont matérialisées par la petite flèche violette sur les deux graphiques, on voit qu'on a besoin, par exemple, de remonter de 300 mètres d'altitude entre le climat de référence et 2050 pour trouver 1 mètre de neige, par exemple, qu'on trouvait à 2100 mètres et qu'on trouvera à 2400 mètres. Ce qui est important de retenir au-delà de ça, c'est que la variation de l'enneigement, elle va aussi être grandement infectée par la variabilité interannuelle. Donc vous avez certaines années où vous allez avoir 30 cm de neige à 1800 mètres, mais vous allez beaucoup avoir d'années où il y aura moins de 10 cm, et ce qui rend assez impossible, par exemple, la pratique du ski sans neige artificielle, avec des vraies questions qui se posent derrière. Et donc ça fait la transition avec la ressource en eau. Donc sur les questions de ressources en eau, il y a une assez faible robustesse sur les indicateurs de débit des cours d'eau, avec une grosse variabilité qui est aussi due à la variabilité sur les précipitations. Le message à retenir, c'est qu'il est possible qu'il y ait une baisse de l'ordre de 15% du débit sur la Garonne à Portet,
sans réelle robustesse sur toute l'année. Par contre, des messages plus intéressants sur les très bas débits peuvent être retenus aussi. Vous avez sur la carte à droite la diminution de ces très bas débits qui sont les 5% du temps par saison où le débit est le plus faible. Et là, on retrouve des résultats qui sont similaires à l'étude Garonne 2050, par exemple, où sur la majorité des cours d'eau du département, vous avez jusqu'à 50 ou 60% de baisse lorsque le cours d'eau est au plus bas en été et en automne. Ces baisses sur les très bas débits, elles sont dues à l'évapotranspiration qui va augmenter, le manteau neigeux qui sera moins présent et qui participera moins à l'approvisionnement des cours d'eau, et une recharge des nappes qui va être perturbée. Donc tout ça, c'est responsable de la baisse des très bas débits. Pour ce qui est de l'impact sur le sol et la végétation, la carte que je vous affiche, c'est encore un écart entre le nombre de jours de sol sec en scénario de référence et sur le climat de 2050. Vous voyez que le sud du département, ça sèche plus avec 40 jours supplémentaires de jours de sol sec, ce qui veut dire que le nord aussi, ça sèche, mais moins que le sud. Pour les impacts concrets, la croissance de la végétation sera plus précoce et plus étendue, plus longue. Le stress thermique qui sera subi par la végétation sera plus fort, mais aussi pour les animaux d'élevage. Et les dates de récolte seront donc plus précoces, avancées. Les mécaniques de ruissellement de surface et de recharge des eaux souterraines seront elles aussi largement perturbées. Il y a certaines zones du département qui vont voir apparaître le risque incendie, et les zones sur lesquelles il était déjà présent, le risque va devenir beaucoup plus fort. La période de sécheresse des sols va s'étendre grandement aussi sur l'automne plus tard et sur le printemps. Donc la vulnérabilité de la végétation face au gel tardif va augmenter parce que les épisodes de gel tardif vont arriver à un stade où la végétation sera plus avancée et beaucoup plus fragile. Donc quelques chiffres clés, mais je vais passer rapidement. Donc sur le département et les entités, par exemple sur l'agglomération toulousaine, on va pouvoir compter à horizon 2050 jusqu'à 90 nuits tropicales par an avec l'îlot de chaleur urbain. Une nuit tropicale, c'est une nuit où la température ne redescend pas en dessous de 20 degrés. Et donc c'est un vrai souci pour le refroidissement des logements et la santé qu'il y a derrière. Toujours sur les canicules, la vallée de l'Ariège sera témoin de 5 fois plus de canicules. Et par exemple, la zone pyrénéenne, plutôt en haute altitude, aura 40% de jours de gel en moins, ce qui fait un changement assez radical. Pour ce qui est de l'impact du changement climatique sur les événements extrêmes, il reste assez difficile à modéliser. C'est un champ de recherche qui est ouvert. Et donc, on va vous donner quelques tendances, même si elles ne sont pas très robustes. Il est possible que les événements de précipitation extrêmes deviennent de l'ordre de 3 fois plus fréquents, que la grêle devienne beaucoup plus destructrice parce que les grêlons seront plus gros, et que les tempêtes soient moins fréquentes mais plus violentes. Donc pour ce qui est de l'évolution des vents ou des événements comme des tornades, elle est vraiment inconnue à ce stade. Et on ne peut pas tirer de conclusions particulières. Donc voilà pour le balayage de toutes les conclusions générales sur tous les panels d'indicateurs. N'hésitez pas si vous avez des questions, et merci beaucoup pour votre attention.